Ok, est-ce qu'on nous entend mieux en ligne? Il y a des commentaires dans le chat ou pas? Oui, on entend, parfait. Alors, je vais donc poursuivre la présentation. Donc oui, plusieurs manières d'effectuer de la quantification de paramètres. Soit on prend notre réseau qui est déjà entraîné et on le quantifie sur le point le plus proche d'une grille donnée. Il y a toute une littérature là-dessus sur le post-training quantization. Soit on fait un entraînement itératif avec des poids quantifiés, donc qui s'appelle quantization over training. Je vais revenir là-dessus un peu plus largement. Mais il y a aussi des gens qui s'intéressent à faire absolument tout en nombre entier, donc c'est-à-dire à faire des entraînements de réseau de neurones où les poids, les activations, les gradients, enfin tout ce à quoi vous pouvez penser va être en 8 bits. On pourra en reparler un petit peu à la fin. Je vais peut-être pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est assez intéressant. Donc, quantization over training parce que c'est un peu le cœur de mon travail jusqu'ici. J'ai fait un dessin plutôt que de faire un algorithme parce que c'est quand même un peu plus simple. Donc très rapidement, si on se donne comme avant une fonction qu'on cherche à minimiser, un paramètre latent, donc on va garder en haute précision, le quantization over training fonctionne de la manière suivante. On se donne ce paramètre en haute précision, on l'envoie sur le plus proche de la grille, sur le point le plus proche de la grille, on prend le gradient à ce point-là qui va être notre direction d'apprentissage, on le reporte sur le poids latent, on avance, et ainsi de suite. On répète cette opération. Et quantization over training, c'est entre guillemets juste ça. Et donc, ça nous permet de faire en sorte que pendant toute la phase d'apprentissage, ce qui va être pris en compte pour la backpropagation, c'est bien le poids quantifié. On va prendre le gradient au point quantifié à chaque fois. Alors, il y a une grande diversité d'approches de QAT. Donc, Quantization Over Training, QAT, je vais pas mal l'utiliser. Tout d'abord, notez qu'on peut se donner des grilles qui sont différentes pour une approche ou une autre. Là, j'ai mis une grille qui est toute simple avec des points qui sont identiquement espacés. Elle pourrait être logarithmique, ça pourrait être des centroïdes tout à fait quelconques. Tout d'abord, on peut jouer sur un facteur de dilatation. Ensuite, là, j'ai fait un espacement des points qui sont. Enfin, les points ne sont pas également espacés. Et là, ça serait avec des centroïdes quelconques où, bon, bah, on peut tout à fait se dire que notre grille, c'est ça. Une petite subtilité, c'est qu'ici, la représentation de notre paramètre quantifié ne sera pas directement des nombres entiers. C'est qu'on va considérer que le paramètre est quantifié s'il il peut prendre ses valeurs que dans un ensemble discret qui a 2 puissance b éléments, si le b est le nombre de bits qu'on considère. Sauf que quand on va introduire des schémas de quantification plus complexes, on va introduire tout un tas de petits paramètres en plus. Donc ça peut être par exemple l'échelle que je vous ai montré avant, donc la dilatation de la grille, et ça peut être l'ensemble de discrétisation de lui-même qu'on va paramétrer, par exemple par un vecteur de base. Ça existe dans certaines approches. Et donc tous ces petits paramètres, il va falloir les initialiser, les apprendre, et ça introduit des complexités supplémentaires. Donc, un premier travail sur lequel je me suis pensé, ça a été bon, bah, il y a plein d'approches de quantization over training qui traînent. Enfin, vraiment, il y en a une grande diversité. Si je prends les plus importantes, les plus utilisées, lesquelles fonctionnent le mieux? Est-ce qu'on peut faire un peu un benchmark de ces choses-là? Parce que je n'avais pas trouvé ça en ligne. Donc, j'ai fait un benchmark sur les données CIFAR10 avec un réseau ResNet 20. Réseau ResNet 20 qui a la particularité d'avoir relativement peu de paramètres. C'est un réseau qui a 270 000 paramètres. Donc très loin des plusieurs millions de paramètres d'un ResNet 18. Et ce que j'obtiens comme résultat pour l'instant, donc l'état dans lequel je suis, c'est que, OK, il y a des approches très compliquées qui introduisent des scaling dans tous les sens, qui introduisent des ensembles de discrétisation biscornus, ce genre de choses, mais en fait, avec des approches linéaires, donc qui font appel seulement à une mise à l'échelle et des arrondis, c'est les seuls calculs dont on va avoir besoin, on arrive à avoir des performances qui sont très bonnes. Donc en l'occurrence, learn step quantization, ça c'est une approche qui est complètement linéaire et qui fonctionne. Voilà, on perd 1,5 point de précision par rapport à la baseline 32 bits, mais dans l'expérience que je vous présente là, on est avec les poids et les activations en 3 bits, donc avec une compression peu ou prou x10. Ensuite, une fois ce travail fait, je regarde l'heure quand même, aucun n'est pas mal. Une fois ce travail fait, je me suis demandé, dans mes expériences, j'ai pris des poids et des activations en 3 bits un petit peu au hasard pour voir si ça marche. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de rationaliser un peu ce choix-là? Et donc, j'ai fait un autre travail. J'ai mis un peu des formules et des choses comme ça, mais en fait, l'idée est très simple. L'idée, c'est de se dire que, OK, la mémoire dont un réseau pardon, a besoin pour faire une inférence,
C'est le nombre de paramètres fois la précision des paramètres, plus la taille de la plus grande activation, fois la précision des activations. Donc ça nous donne la formule qui est là-bas. Sauf que, dans un réseau typique, en gros, un ResNet, ça ressemble plus ou moins à ça, si on doit faire un schéma très grossier. Les couches vont en s'élargissant à chaque fois. On va multiplier par 2 le nombre de filtres à chaque couche. Et donc, le nombre total de paramètres dans le réseau va dépendre uniquement du nombre de filtres qu'on va mettre dans la première couche. Donc, le nombre total de paramètres dépend du nombre de paramètres dans la première couche. Ça, c'est une chose. Et la taille de la plus grande activation aussi, parce que ça en découle. Ensuite, la précision des activations, on peut faire en sorte qu'elles dépendent de la précision des paramètres. On va dire, c'est la même précision. Ou alors, si on prend des paramètres en 1 bit, on va garder les activations en 4 bits quand même, sinon ça baisse trop la précision. Tout ça pour dire qu'en fait, l'intérêt de faire ça, c'était de réduire la complexité du problème en le faisant dépendre que de 2 variables, la taille de la première couche, donc K, le nombre de fils qu'on va mettre dedans, par défaut qui vaut 16, et la précision des paramètres. Donc, notre mémoire maintenant, la mémoire dont on a besoin pour faire une inférence ne dépend que de 2 paramètres. Donc, je l'ai reformulé comme ça veut dire la même chose. Maintenant, voilà, ce que je voulais juste dire, c'est que si on change K, qu'on prend un K' à la place, ok, ça élargit le réseau, parce qu'à chaque fois, on multiplie encore par 2 le nombre de filtres dans les couches. Maintenant, il y a un compromis en fait, à trouver entre le nombre de paramètres et la précision numérique des paramètres. De manière assez évidente, une fois qu'on a cette formule, on peut se dire, OK, je me donne un budget mémoire fixé grand M. Si je veux avoir des paramètres en 1 bit, combien de paramètres est-ce que je peux mettre dans la première couche, puisque tout le reste en découle, étant donné ce budget maximum grand M. Donc, j'ai essayé de faire un bout de formule histoire de rendre ça un peu rigoureux, mais ce que ça veut juste dire, c'est qu'on prend autant de paramètres dans le réseau que le budget mémoire grand M nous permet d'en avoir avec une précision BP des paramètres. Ce qui va être intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir se dire, OK, si je prends un budget mémoire grand M avec 1 bit, à combien est-ce que j'ai le droit de filtre? Bon, ça va nous donner un certain point. Maintenant, à 2 bits, je vais avoir le droit à un petit peu moins de filtres dans mon réseau. 3 bits encore moins, 4 bits encore moins, et ainsi de suite. Ça, c'est juste un dessin pour expliquer avec les mains, c'est pas des vraies données. J'ai fait ça pour un budget mémoire grand M donné, donc c'est-à-dire que un réseau qui aura 1 bit et le nombre de filtres indiqués là, et un réseau qui aura 2 bits et le nombre de filtres indiqués, et un réseau qui aura 3 bits, et ainsi de suite, tous ces réseaux ont besoin de la même mémoire pour effectuer une inférence. C'est ça qui nous intéresse. On est sur des lignes à isomémoire. On peut faire ça pour un budget donné, mais on peut aussi faire ça pour un autre budget mémoire. Et donc, ce que j'ai regardé, c'est de se dire, si on prend encore une fois un ResNet 20 et des données Cipher 10, la mémoire baseline dont on a besoin pour faire une inférence, c'est grand M0, qui vaut 1,15 mégaoctets. C'est à peu près ça pour un ResNet 20. Et on peut se demander, on va observer la précision du modèle sur la tâche qu'on lui demande de faire, à chaque fois quand on fait varier conjointement le nombre de filtres et la précision numérique des paramètres. Pour plusieurs taux de compression, donc c'est-à-dire qu'on va regarder, si je me donne la moitié du budget computationnel de la pleine précision, j'ai le droit à un certain nombre de filtres, à un certain nombre de précisions numériques. Qu'est-ce que ça me donne comme performance? Et le résultat que j'ai intermédiaire, donc là c'est un peu du travail en cours, mais c'est intéressant, c'est que on a l'air d'avoir quelque chose qui est un peu optimal avec des poids et des activations en 3 ou 4 bits. Il n'y a aucun fondement théorique à ça pour l'instant. C'est extrêmement frustrant pour les matheux, mais bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment mieux que ça. C'est-à-dire que pour bien comprendre ce graphique, sur chacune des lignes, on est sur des modèles à chaque fois qui ont besoin de la même mémoire. Si vous êtes sur la ligne bleue avec un point en 1 bit, une activation en 4 bits et un nombre de fils qui correspond, que je n'ai pas marqué parce que ça ferait beaucoup trop, mais il y en a 90. Vous avez la même mémoire que si vous êtes en 2 bits avec les activations en 4 bits et 64 filtres, qui est le point correspondant sur la ligne bleue. Et en gros, ce que ce truc-là nous dit, c'est que il vaut plus ou moins toujours mieux prendre des points en 3 bits et des activations en 4 bits pour votre implémentation sur du matériel. J'ai fait des expériences similaires, parce que là, la précision des activations dépend de la précision des paramètres
avec les mains, on va dire. J'ai fait ça d'une deuxième manière qui était de prendre les activations avec la précision des poids plus 2, ce qui est une autre heuristique. Il n'y a pas vraiment de truc très rigoureux derrière ça. Et j'obtiens le même genre de résultat. C'est un peu meilleur vers 4 bits, mais l'idée, c'est la même. Passage, un résultat intéressant. Si on regarde la baseline 32 bits qui est donc en pointillé, c'est que avec un ratio de compression de 5, donc la ligne verte, on arrive en 3 bits à une précision qui est identique à celle de la baseline. En gros, ce que ce truc-là dit, c'est que en diminuant la précision numérique, on augmente le nombre de paramètres, donc on augmente l'expressivité du modèle, et donc il suffit pas à chaque fois, enfin, c'est pas unidirectionnel, c'est-à-dire qu'il y a un compromis optimal en quelque sorte entre l'expressivité du modèle et la précision numérique. C'est ça que ce graphique dit. Alors, il y a plein d'extensions possibles à ce travail-là. Pour l'instant, je suis sur un réseau d'une certaine topologie. Je suis sur un jeu de données, c'est Cifardis, ça reste relativement simple. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore fait des travaux d'extension à typiquement du EfficientNet, des choses comme ça, mais ça va probablement venir. Maintenant, je vais faire une petite ouverture sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir entraîner directement sur un device qui n'a pas beaucoup de mémoire à disposition, un device edge. Une première direction, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la contrainte à l'apprentissage, elle est encore plus forte quand on fait du edge. Parce que si vous êtes en pleine précision, donc j'ai mis à droite des tableaux pour se rendre compte sur un ResNet 20, oui, c'est ça. Sur un ResNet 20, à l'inférence, vous avez besoin de 1,15 mégas. Si vous voulez faire de l'apprentissage, vous avez besoin de 2,16 plus 0,77 fois la batch size pour faire passer votre apprentissage. On peut se dire, OK, bon, en gros, il y a un facteur 2 si on met une batch size de 1, ce qui est nul, mais on n'est pas sur un facteur énorme. En revanche, si vous considérez, donc vous êtes sur votre puce et vous cherchez à faire votre apprentissage quantifié, vous avez un facteur qui est beaucoup plus important entre la mémoire dont vous avez besoin pour l'inférence et la mémoire qu'il vous faudrait pour pouvoir entraîner le modèle. Notamment parce qu'il y a l'optimiseur qui intervient aussi, qui lui, votre optimiseur, à minima, il va avoir un momentum qui va être en 32 bits et donc qui est de la même dimension que les paramètres. Donc ça va faire exploser votre besoin de mémoire. Une possibilité pour ça, c'est de faire absolument tout en 8 bits. Donc ça, je l'ai mentionné rapidement en introduction. Il y a des gens qui font tout avec des formats 8 bits entiers. C'est le papier que j'ai mis en référence ici, qui est dans les références de ma présentation. Comment dire, ce que leur schéma dit tout simplement, c'est qu'ils font toutes les opérations normales, mais à chaque fois qu'ils font une opération, ils renvoient le tenseur résultant en format 8 bits entier. Il y a des gens qui font des trucs un peu similaires, mais avec des formats floating point en 8 bits. Pourquoi pas? Et une question que je me pose, donc ça c'est une direction de recherche ouverte, comment est-ce qu'on peut faire pour faire la même chose mais en 4 bits? On va pas faire du 4 bits flottant très probablement. Donc, est-ce qu'on garde les gradients en 8 bits et on fait des sauts aléatoires d'un état à un autre en fonction de la direction du gradient? C'est des choses que j'essaie de faire un peu en bricolage, mais pour l'instant, ça reste un petit peu ouvert. Et voilà, une autre piste. Une autre piste de recherche que je regarde, c'est donc de l'apprentissage par bloc, qui a été proposé dans un papier par Arild Nokland, qui avait fait aussi le Direct Feedback Alignment, si vous êtes familier avec ces choses-là. Le but ici, en fait, c'est au lieu de faire une rétropropagation complète sur tout le réseau, on va casser le flux de gradient à la sortie de chaque bloc et on va apprendre localement chaque couche, plus ou moins en essayant de prédire la sortie à partir de ce que chaque couche va nous donner. Ça peut être intéressant pour nous parce que on pourrait faire ça, mais en mode Continuation Aware Training. Et donc, au lieu de devoir restocker la totalité du réseau avec des paramètres latents, on pourrait le faire que sur un bloc. Voilà. C'est un travail que j'aimerais bien faire. Mais pour l'instant, en faisant ça sur un ResNet 20, donc un réseau très simple, et sur Cifardis, j'ai quand même 30% de taux d'erreur, ce qui est nul. Ce qui est vraiment pas terrible. Cette slide conclut ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Des questions dans la salle? Des réactions?
c'est la pause digestive ou la clarté Ouais, de ton c'est ça. exposé. Bon, il était tout à fait en écho avec en fait, ce qu'on a vu juste, juste avant le repas. Fred? Moins de coef, moins d'opérations arithmétiques? Point d'interrogation. Alors, moins de paramètres, moins d'opérations, oui. Bah oui, oui, logiquement, si on fait une convolution avec moins de filtres, effectivement, il y a moins de paramètres qui entrent en ligne de compte. Après, par rapport à mes lignes isomémoire là, que j'avais tracées, j'ai pas fait le calcul exactement de savoir si on fait moins d'opérations en nombre flottant quand on baisse la précision numérique. C'est pas gagné vu qu'on a plus de paramètres. Pardon? C'est-à-dire? Bon, la question est, est-ce qu'on peut Oui, faire du probablement. calcul creux en ayant plein de coefficients partout? Oui, oui, probablement en faisant des décompositions un peu intelligentes. Euh, Probable. J'ai pas creusé cette direction, mais c'est probable. Une dernière question, Mario. Pour curiosité, en fait, je vois qu'il y a Sylvain qui est Oui. là en supervision et par rapport à la présentation qu'il a fait, j'ai l'impression que ton travail se place plutôt sur la frugalité plus technique. Est-ce que ça reste là ou ça va au-delà? Alors, pour l'instant, ce que je fais, on est bien d'accord, c'est strictement. Moi, j'ose même pas appeler ça de la frugalité par pudeur, hein, on va dire. On va pas se moquer du monde, mais c'est en tout cas à minima de l'efficacité. Mais effectivement, ça remet pas du tout en cause les usages. On est juste, enfin, concrètement, ce qu'on est en train d'essayer de faire avec le CEA, c'est de déployer des modèles d'IA sur des puces qui ont pas trop de mémoire. Alors, on pourrait dire, ah, c'est super, comme ça, on va consommer moins d'énergie pour effectuer les mêmes inférences, Ouais. mais bah, avec des effets rebonds potentiels considérables, etc. Donc, je me avancerai clairement pas à dire que c'est un impact global très positif. Du coup, dans ton travail, tu penses peut-être aborder cette partie ou peut-être pas forcément? Peut-être, mais je sais pas comment faire D'accord. pour l'instant. D'accord. Merci pour cette réponse honnête. Peut-être. Au-delà des aspects mémoire, si j'ai bien compris, tu as aussi mis en évidence un effet positif de la quantification, avec un niveau bien ajusté qui est finalement une amélioration de l'erreur de test, quoi. Alors, Une sorte de régularisation liée à la... c'est pas vraiment une régularisation dans le sens où, pour rappel, dans mon expérience là avec je vais peut-être remettre le graphique rapidement, mais dans cette expérience-là, quand je baisse la précision numérique, j'augmente le nombre de paramètres. Donc, il n'y a pas vraiment de, enfin, c'est pas vraiment une forme de régularisation, en tout cas à mon sens. C'est, pour moi, ça c'est plus un résultat déjà partiel, c'est sur un seul jeu de données, etc. Donc, qui tend à montrer que ben, on est mieux en inférence avec des réseaux qui ont beaucoup de paramètres, mais des paramètres en précision numérique relativement faibles. Voilà, c'est ça que ça tend à montrer, avec toutes les pincettes qu'il faut prendre sur la limite, enfin, les limites de ces expériences. Voilà, on est tout bon. Bah, merci, comme quoi finalement il suffisait qu'une petite question C'est ça. soit posée pour désinhiber tout le reste. Merci encore. Je vous remercie. Donc on va passer à la dernière présentation un peu technique, on va dire, de ces journées avant donc la table ronde qui aura une autre dimension. Et bah, je remercie en particulier beaucoup l'orateur qui finalement, on n'avait pas, enfin, on a pas mal sollicité. On voulait ouvrir aussi sur des questions matérielles, on va dire. Là, c'est une présentation qui va concerner des choses plus matérielles que l'efficacité algorithmique qu'on a discuté aujourd'hui. C'était au niveau de la communauté, il y a des événements en même temps cette semaine. Donc il y a eu une collision de dates. Du coup, on n'a pas eu cette année la possibilité d'avoir un peu toute cette dimension-là, qui est quand même très intéressante. Alors, bon, Yannick est un petit peu entre les deux, parce qu'il travaille avec des gens qui implémentent des choses sur le matériel. Mais